Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, chers invités, nous ouvrons la séance solennelle de rentrée. C'est une séance où, vous le savez, nous allons d'abord entendre, comme d'habitude, le procès-verbal de la séance précédente. Puis ensuite, pas comme d'habitude, nous entendrons la communication de fin de mandat du président sortant et la communication de début de mandat de la nouvelle présidente. Ensuite, le secrétaire perpétuel présentera un rapport moral et financier pour l'année 2024. Si vous voulez bien, monsieur le secrétaire perpétuel, lire le procès-verbal. Merci, Monsieur le Président. Compte rendu de la séance numéro 19 du 20 décembre 2024. Séance de remise des prix de l'Académie des sciences d'outre-mer et présentation du livre Madagascar, la France et l'océan Indien. Coordonné par Dominique Barjot, moi-même, secrétaire perpétuel. Ouverture et présentation de la séance par Dominique Barjot. En préambule, présentation de l'ouvrage collectif Madagascar, la France et l'océan Indien, tout juste publié aux éditions Hémisphère, est disponible ici. Lecture du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2024, remise des prix de l'Académie des sciences d'outre-mer, liste des prix et ouvrages distingués. Pour le prix Luc Durand-Réville, ouvrage Hécatombe océanienne, histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences, 16e, 20e siècle, auteur Christophe Sand, éditeur Au vent des îles 2023. Prix Albert Bernard, ouvrage Le Yémen ancien, histoire inachevée des cités, États et royaumes, 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ, auteur Mounir Arbar, éditeur Goettner 2024. Prix La Renaissance française, ouvrage Julienne, auteur scolastique Mukasonga, éditeur Gallimard 2024. Prix Paul Bourdary, ouvrage Le Manguier, le fleuve et la souris, l'Afrique en jeu de la planète et autres textes, auteur Denis Sassou Nguesso. Prix Robert Gordevin, ouvrage Histoire de la Haute-Volta de 1897 à 1947, auteur Magloire Sommet et Yacouba Banoro, éditeur Hémisphère édition 2024. Prix Auguste Pavie, ouvrage Gouverner le peuple et soigner les corps, 4 épidémies dans l'Empire chinois, auteur Françoise Levart, Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique 2023. Prix Maréchal Louis Hubert Lyotet, Au fil de ma vie, suivi de Mohamed Salam Zali, l'intellectuel et l'homme d'État, auteur Mohamed Salam Zali, Eliès Jouini, éditeur Cérès Édition 2023. Prix Monsieur et Madame Louis Marin, ex aequo, les leçons de la crise syrienne, l'affrontement face à l'Occident, l'Iran, la Russie et la Chine, auteur Fabrice Balanche, éditeur Odile Jacob 2024, et Atlas des politiques agricoles et alimentaires, auteur Philippe Ducroquet, et Jean-Paul Charvet, éditeur Édition du Rocher 2024. Prix Robert de la Vignette, ex aequo, L'aventure jésuite du Paraguay, auteur Jean-Pierre Duviols, éditeur Chandaigne, Maison de l'Amérique latine 2023. Les Natchez, Une histoire coloniale de la violence, auteur Gilles Harvard, Taillandier, Flammarion 2024. Prix d'encouragement de la recherche, ex aequo, La médiation, un dispositif conceptuel pour repenser les relations internationales, auteur Christelle Commer, Université Paris-Saclay 2023. L'industrie lyonnaise de la soie, réalité et limites de l'expansion commerciale des soyeux lyonnais, milieu du 19e siècle à 1914, auteur Xiaochuan Shi, Sorbonne Université 2023. La séance a été levée à 17h30
et suivi d'un cocktail. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Nous allons passer à la transmission de présidence. J'appelle à la tribune le président sortant. J'y vais. Madame la Présidente, Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame et Messieurs les présidents honoraires, Messieurs les présidents de section, chers consoeurs, chers confrères, Monsieur le secrétaire général de l'Union académique internationale, Monsieur le ministre, chers invités, une présidence s'achève, une présidence commence. L'an dernier, ici avec vous, j'avais l'honneur de succéder au président Roland Pourtier. L'an dernier, c'était hier. À l'Académie, comme dans la vie, nous sommes de passage. Et cependant, il faut saisir l'occasion pour apporter sa pierre à la construction continue d'une œuvre matérielle et immatérielle qui nous dépasse. Je salue notre nouvelle présidente Christine Dessouche, juriste, maître de conférences des universités, ancienne conseillère spéciale pour les affaires politiques et diplomatiques du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, notre confrère, notre ami, mon condisciple. Elle a été des nôtres sur le terrain dès son enfance, en tant que fille de Maurice Ulrich, administrateur de la France d'Outre-mer, avant de devenir un des plus proches conseillers du président Jacques Chirac. Co-auteur ou auteur de nombreuses publications, Christine Dessouche est plus que jamais engagée dans la francophonie, dans notre relation avec le Sud, dans notre coopération internationale, et dans la fraternité du monde. Nous serons à ses côtés. En 2024, vous le savez, nous avons perdu 6 des nôtres. Je cite leurs noms par ordre de décès. Pierre Saliou, Jean-Pierre Soisson, Antoine Guerrier de Dumas, Pierre Coulange, Yves Roland Bilcard et Titinga Frédéric Passéré. Ensemble, nous saluons leur œuvre et leur mémoire. En juin dernier, nous avons élu 2 membres titulaires, Christian Valentin et Jean-Pierre Vidon. Ils sont là, en tout cas Jean-Pierre Vidon, je l'ai vu. 2 membres libres, Pierre Jacquemot, qui est là aussi, et Caroline Gauthier-Curant. Bonjour. Anne Fournier et Cécile Robin, Jean-Marc Brault de Bournonville. Nous les accueillons fraternellement. Enfin, le 20 décembre 2024, nous avons élu le nouveau vice-président de l'Académie, notre confrère Michel Roussin, ancien ministre de la Coopération, que je félicite à nouveau très chaleureusement. Alors que nous évoquons nos membres anciens et nouveaux et la communauté d'esprit que nous formons, je voudrais vous rendre compte du fait que nous avons réactivé le projet ancien d'un club des présidents honoraires de l'Académie des sciences d'Outre-mer, qui compte aujourd'hui 11 membres. Il a été installé le 17 novembre 2024, après avoir reçu l'appui des membres du bureau et du secrétaire perpétuel. Il a pour objet principal de favoriser la convivialité entre les présidents honoraires. Naturellement, il peut donner avis ou faire proposition si le bureau ou le secrétaire perpétuel le lui demande, ou si ses membres en éprouvent le besoin irrépressible. À l'Académie en 2024,
Les activités n'ont pas manqué. 37 séances de toute nature, dont 19 séances statutaires du vendredi. 2 déplacements de groupe en province, l'un à Meaux puis à Villers-Cotterêts et l'autre à Fréjus. Un voyage en délégation à Brazzaville à l'invitation du Premier ministre Anatole Antoine Collinet Makosso, devenu récemment membre associé. Il faut aussi signaler les 2 missions effectuées par notre secrétaire perpétuel, l'une au Sénégal, l'autre en Chine, à l'invitation des autorités politiques et universitaires de ces pays. Il vous en parlera. 7 séances ont concerné principalement l'Afrique subsaharienne et Madagascar. 2, le Proche-Orient. 1, l'Afrique du Nord. 1, l'Europe. 1, les États-Unis dans leur relation avec l'Afrique. 11 séances thématiques ont porté sur des sujets importants, d'intérêt permanent ou d'actualité, touchant la politique, les affaires militaires, l'économie, le développement, la problématique de l'eau dans le monde et la francophonie. Permettez-moi ici d'évoquer 3 séances thématiques que j'ai organisées avec l'aide de plusieurs confrères et qui ont traité des sujets suivants: la communication de l'Académie, le volontariat pour le développement, la paix et les moyens de la préserver ou de la retrouver là où elle est perdue, et d'une manière générale les moyens de la construire durablement. La bibliothèque nous a donné bien des satisfactions, riche de nombreux titres et fort bien gérée par le directeur. Elle rayonne et attire. Une nouvelle équipe est en place au cabinet du secrétaire perpétuel et travaille dans un excellent climat de sympathie et de confiance. Comme vous le savez, notre secrétaire perpétuel, Dominique Barjot, a souhaité depuis l'an dernier rendre compte de ses activités et de celles des personnels en service à l'Académie et dresser un tableau de nos travaux et de nos perspectives dans un rapport à présenter à la séance d'ouverture. C'est ce qu'il fera tout à l'heure et qui me permet de limiter mon propos à un bref résumé de nos activités et à quelques observations tirées de mon expérience à la présidence et des entretiens que j'ai pu avoir avec vous tout au long de l'année. Sur les lignes d'action souhaitables, à court, moyen ou long terme, nous disposons déjà de documents de recherche et de propositions. Nous avons même tenu une séance spéciale à la fin de l'année 2022 dont les conclusions sont pleines d'intérêt. Nous pouvons aussi nous référer à des aides-mémoires élaborées par certains de nous ou par des sections. Je vous recommande de prendre connaissance de ces documents. Je rappelle enfin que nous avons au cours de l'année au sein du bureau souligné la nécessité de certaines actions prioritaires, à commencer par le renforcement de la relation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui assure notre tutelle et qui nous fournit avec bienveillance les moyens qu'il est en mesure de nous affecter. La nécessaire limitation des moyens de l'État dans la conjoncture budgétaire actuelle impose des limites à nos actions et devrait nous conduire à rechercher des coopérations complémentaires, peut-être pour les collectivités locales et les entreprises, et à explorer des possibilités de mécénat. Au sein du bureau et en séance plénière, nous sommes revenus, je l'ai dit, sur la question permanente de la communication, et nous avons affiné nos réflexions sur les premières urgences en la matière. D'une part, le site Internet, d'autre part, les diffusions brèves et opérationnelles en direction notamment des autorités politiques et de la haute administration en France, ainsi que des personnalités amies sur lesquelles nous pouvons compter à l'étranger dans les milieux politiques et universitaires. Nous avons cette année affirmé expressément, avec une certaine audace d'ailleurs, l'universalité de l'Académie des sciences d'outre-mer. Une universalité géographique, puisque nous travaillons désormais sur le monde entier et que nous avons dans cet esprit déjà développé d'importantes initiatives en direction de l'Asie, à commencer par la Chine, le Japon et la Corée. Nous avons quelque chose à rechercher du côté de l'Amérique latine.
universalité des champs du savoir, puisque sur cet espace mondial, nos 5 sections, qui couvrent tous les domaines de la connaissance, interviennent ou peuvent intervenir séparément ou ensemble. Je souhaiterais maintenant revenir sur la proposition que j'avais faite en accédant à la présidence l'an dernier, d'engager notre Académie dans la défense et l'illustration d'une grande cause de l'humanité. J'entendais par là que notre Académie, dont l'activité générale est certes tournée vers le bien de l'humanité, pourrait, tout en mettant en œuvre son programme annuel, choisir de mettre particulièrement en avant une de ces causes pour une période un peu plus longue. Je voudrais vous confier que j'avais d'abord pensé à la cause de la paix, parce qu'elle est primordiale, parce que par les temps qui courent, la paix du peuple français sur son territoire pourrait être mise en danger par l'insoutenable légèreté avec laquelle trop de personnages du monde politico-médiatique croient pouvoir jouer avec la guerre, en Ukraine ou ailleurs. Et le font d'autant plus facilement qu'ils n'ont personnellement aucune expérience vécue des tragiques réalités de la guerre et n'ont jamais porté les armes. Jamais porté les armes. Mais j'ai renoncé parce que notre Académie, en tout cas pour le moment, n'est pas en situation d'agir dans ce domaine, face à la surdité du monde, alors que les va-t-en-guerre de papier battent les estrades et saturent l'espace médiatique. Souhaitons que le moment vienne bientôt où ils pourront en être autrement. En attendant, je proposerai volontiers à notre compagnie un engagement spécial dans la lutte contre la faim dans le monde, sur laquelle nous avons expérience, réflexion et, je crois, capacité d'influence. Nous tiendrons une séance le 11 avril 2025 sur ce sujet et nous verrons, vous verrez alors, s'il y a lieu de poursuivre. À l'heure où je quitte le poste de pilotage ou de copilotage, ou ce qui y ressemble, je tiens à vous remercier de m'y avoir affecté et de m'y avoir entouré de bienveillance. En réalité, le sachant ou ne le sachant pas, nous avons tout fait ensemble, avec le secrétaire perpétuel que je remercie, avec les membres du bureau que je remercie également, et avec tous les membres de notre compagnie que je remercie. De par son nom, de par sa mission, l'Académie a un lien vital avec la mer, avec toutes les mers, et donc avec le monde entier. Notre Académie, j'aime le penser, est un vaisseau de haut bord. Elle aime le vent du large. Elle se meut dans le temps long des grands voyages. Nous formons pour quelques années son équipage. Nous la servons. Elle nous porte. Je vous remercie de votre attention. Tu prends la place, je prends la tienne. Monsieur le Président sortant de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui venait nous faire voguer sur les rivages et sur les mers, je vous en remercie. Et j'espère que mon discours sera de nature à pouvoir accompagner sur les flots l'Académie des sciences d'outre-mer et tous les membres qui sont ici. Monsieur le Président sortant de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, honorables consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs les présidents honoraires et présidents de section, Monsieur le secrétaire général de l'Union académique internationale, distingués invités, chers amis, chères familles. Ce jour attendu depuis mon élection par vos soins il y a 1 an à la vice-présidence de notre institution est venu. Ma mère, Simone Ulrich, qui m'avait encouragé à persévérer dans le processus, m'accompagnait à l'Académie pour la circonstance.
ce fut sa dernière sortie dans le monde, souffrait que je lui dédie ce discours. Excusez-moi. Conscient de l'honneur qui m'est ainsi fait et des responsabilités que vos suffrages et votre confiance engendrent, je suis prête avec votre concours à relever ce défi à l'instar de mes éminents prédécesseurs. Non, merci. C'est surtout, j'enlève les larmes. Bon. L'ambassadeur Louis Dominici d'abord, digne fils de la Corse, à laquelle toute notre famille est fortement attachée, que je salue et auquel j'adresse mes remerciements pour les propos aimables dont il a bien voulu me gratifier en me transmettant symboliquement les insignes de la présidence. Les recevoir de vos mains, monsieur l'ambassadeur, accroît la portée du geste et ma fierté au regard du parcours passionnant qui a été le vôtre et vous a tout naturellement conduit de l'École nationale de la France d'outre-mer avec Abdou Diouf, le futur président de la République du Sénégal, jusqu'à notre académie. Votre entrée aux affaires étrangères sur les pas des anciens administrateurs de la France d'outre-mer, à l'instar de mon père, Maurice Ulrich, les cabinets ministériels avec les gouvernements de Pierre Messmer, des responsabilités nationales dans les syndicats et dans la mutualité, une carrière diplomatique en Afrique à plus d'un titre mythique, comme au Gabon et en Europe, et qui s'achève à Rome, où vous êtes ambassadeur auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et élu président du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Illustrant à merveille l'esprit et l'évolution de notre maison et faisant le lien entre le passé et le présent, avec détermination et sagesse, Louis Dominici a beaucoup apporté à l'Académie et nous avons toujours à apprendre de lui. Je me félicite qu'il continue en gardant notamment toute sa place au sein du bureau et en animant le club des présidents honoraires de l'Académie dont il est à l'origine de la formalisation informelle. Le professeur Gérard Connac, ensuite, mon maître de thèse, qui m'a conduit, presque malgré moi, oserais-je dire, avec la complicité du secrétaire perpétuel Gilbert Mangin, lequel, en tant que haut magistrat et secrétaire général de l'IDEF, fut aussi aux avant-postes de la francophonie juridique et politique et a présenté donc ma candidature à la Somme en 2007, en son année de présidence. Juriste éclairé, dont la justesse et la finesse des analyses sur les dynamiques politiques et institutionnelles, aussi bien de la France, des États-Unis, des pays européens que des pays africains, nourri des amitiés solides nouées sur place avec les responsables et acteurs de terrain, continue de susciter la réflexion et l'admiration. Il a généreusement donné, comme y ont également contribué les professeurs Lampué, Lucher, Alliot et Gomidec, avec de surcroît la prescience des grandes mutations, ces lettres de noblesse aux études africaines et africanistes, peu prisées en ces temps. C'est lui qui m'a conforté à mon retour en 1972 de mon séjour fondateur en Côte d'Ivoire en tant que coopérante assistante à la préfecture d'Abidjan, dans mon appétence pour la compréhension du continent et de l'ailleurs, favorisée dès l'enfance, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, par les bribes de souvenirs pudiquement, mais avec émotion entretenues sur notre vie à Phnom Penh, où notre père, fraîchement diplômé de l'École nationale de la France d'outre-mer, exerça son premier poste, avant de faire partie de la délégation cambodgienne lors des négociations de paix de Pau et de Genève vers l'indépendance. Le professeur Connac et moi-même avons longtemps ensemble co-coordonné le Centre d'études juridiques et politiques du monde africain, puis le cycle d'études sur la francophonie, créé peu avant le moment où j'entreprenais en 1988 ma longue marche au sein de cette organisation, singulièrement sous l'autorité successive de deux des illustres membres de notre compagnie, Boutros Boutros-Ghali et Abdou Diouf, aventure de plusieurs décennies dont notre confrère, Jacques Legendre, a été également et demeure un des acteurs principaux et écoutés,
et dont j'ai d'ailleurs tenté de rendre compte dans l'ouvrage de la francophonie qui sortira dans quelques jours dans la collection Débat public dirigée par un autre de nos confrères, Mathias Léridon, que je remercie pour cette opportunité. Et nous sommes nombreux, collègues, amis, disciples du professeur Connac, tous devenus par le hasard ou la nécessité du destin, membres de la Somme, avec un haut degré d'engagement et de responsabilité en son sein. Je veux parler, et je voudrais bien m'excuser pour ceux dont j'oublierai le nom, je veux parler de nos confrères Jean Dubois et président Jean Dubois de Gaudusson, Marc Écarté de Saint-Paul, Yves Gazot, Robert Dossour, Roland Pourtier, mais également Raymond Randjeff, Taïmon Mostafa Kamel et bien d'autres qui me pardonneront de ne pas les appeler. Et nous avons donc éprouvé dans ces lieux de solidarité universitaire avec nombre d'étudiants et de professeurs étrangers, dont certains en exil ou réfugiés, accueillis aussi dans le DES Coopération et Développement dirigé par le professeur Jouve, un de nos anciens présidents. Nous avons éprouvé la joie des échanges comparés, de la tolérance et de la liberté. Toutes ces vertus continueront d'être cultivées avec l'aide de son épouse, Françoise, éminente géographe, lors des rencontres studieuses et inoubliables de Joviac, en Ardèche, académie en quelque sorte, informelle, de l'été, du droit et de l'amitié. Je me réjouis que la 3e section ait décidé, avec la participation de tous ceux qui se sentent concernés, de lui rendre hommage à l'occasion de la journée qui sera organisée le 20 octobre autour des valeurs de l'état de droit et de la démocratie au service de la paix. Ma reconnaissance et mon souvenir ému vont également à Pierre Génie, qui m'a appelé au bureau, scellant ainsi ma présence jusqu'à ce jour devant vous, et mes remerciements à Dominique Barjot, votre actuel secrétaire perpétuel, avec lequel le dialogue constructif mené tout au long de ces dernières années, et en particulier durant ma vice-présidence, augure d'une collaboration stimulante et renforcée, mais aussi à Jeanne-Marie Amatrose, leur suppléante à tous deux, et surtout la première femme à avoir présidé avec talent et dignité aux destinées de l'Académie. Elle m'a fait l'honneur de m'offrir son amitié et j'ai pu apprécier tout au long de ce cheminement partagé en bureau, sur un mode de patience et de douceur, la fermeté dans ses convictions, comme la ténacité dans son action, en l'enviant un peu, je l'avoue, pour l'excellence de ses contacts avec le monde des militaires et de l'armée. Je remercie de même pour leur soutien les autres membres du bureau, avec lesquels nous avons patiemment travaillé à construire une vraie équipe. Olivier de Bernon, Pierre Lang, Michel Roussin, que je félicite à nouveau pour sa brillante élection à la vice-présidence, et avec lequel j'ai plaisir d'entamer cette séquence. Comme à toutes celles et à tous ceux de mes consoeurs et confrères dont j'ai commencé à découvrir la variété et l'immensité des expériences, des sensibilités, des savoirs. Elles et eux, dont plusieurs m'ont spontanément manifesté leur estime et leurs conseils avisés. Vous comprendrez enfin que j'ai une pensée particulière pour les membres de la 3e section, cellule initiatique, où j'ai fait, comme chacun d'entre vous, mes classes en tant que membre puis vice-présidente, en partageant régulièrement idées et controverses fertiles sous la férule bienveillante du président Jean Dubois de Gaudusson, qui a bien voulu prononcer le discours de mon installation en ces lieux en 2013, il y a exactement 12 ans, et avec lequel j'ai le privilège d'entretenir depuis presque 30 ans une conversation sans tabou, propre à une action inventive à la Somme et sur différents fronts. Je ne saurais enfin oublier ma famille et mes proches, mes enfants, Alexis et Vivien Charles, mes petits-fils, Sacha et Lucien, mes belles-filles, Emmanuel et Alexandra, et ma petite-fille Faustine, n'ayant pu s'extraire de leur travail, symbole peut-être de la nouvelle répartition des tâches. Mon compagnon enfin, Robert Dossour, et tous qui me rendent chaque jour la vie plus belle, et auprès desquels je continue à apprendre, tous ensemble embarqués sur les routes du monde et de l'outre-mer. Merci de votre présence. Mesdames et messieurs, chers consoeurs et chers confrères, honorables invités, le rôle du président selon les statuts et le règlement intérieur de l'Académie est clair, celui de fixer le cap, au moins pour une année, en lien permanent avec le secrétaire perpétuel, responsable de la vie de notre institution, patron de tous les services administratifs et financiers, en s'appuyant sur le bureau et les présidents de section et en s'entourant de toutes les autres compétences sises au sein de notre formation.
celui d'assurer aussi la responsabilité des élections et de les organiser en liaison avec le secrétaire perpétuel, celui enfin de représenter l'Académie. Il n'en est pas moins délicat, et à cet égard, je mesure, à l'orée de ce mandat, ma chance, notre chance, de disposer d'un viatique consolidé, grâce aux balises précises posées au lendemain, d'une part, de la remarquable manifestation le 26 mai 2023 du centenaire de l'Académie, dont le succès appelle le renouvellement de notre gratitude à tous ceux qui s'y sont employés, et en particulier au président Hubert Loiseleur de Longchamp, qui a supporté très haut, à l'image de celles nourries par nos anciens, puis par toutes celles et ceux qui leur ont succédé, les ambitions et donc les exigences du projet à somme. Il s'agit d'autre part de la journée de réflexion qu'a évoqué M. l'ambassadeur de Dominici, la journée de réflexion sur l'Académie, à laquelle nous a invités avec bonheur, le 24 novembre 23, le président Roland Pourtier. En s'inscrivant dans les pas de cette récente dynamique, qui a conféré avec un renouvellement significatif de nos membres un élan incontestable à nos activités, la mission qui nous incombe collectivement semble en effet plus aisée. Tout en consolidant les acquis, il s'agira ainsi, dans un premier temps, de mettre pleinement en œuvre les perspectives attrayantes qui ont été tracées de façon convergente pour ancrer la Somme dans les problématiques de son temps, sans rien renier de son histoire. Je pense notamment dans le sillage des travaux de recherche de grande qualité, menés sous la direction du président Delmas, je crois, tels les Fontes Historiae Africanae, avec justement l'Académie internationale, qui nous assure la considération d'autres sociétés savantes, la Somme serait bien inspirée de prétendre apporter une contribution significative au traitement pacifié des questions mémorielles à l'importance réactualisée, ou encore à l'étude du droit colonial en concourant, comme suggéré il y a quelques années, à l'animation d'un réseau regroupant les principaux centres de recherche spécialisés en France ou à l'étranger. Mobilisons-nous dans ce sens, faisons-le mieux savoir. Je suis persuadé que ce sont là des activités paradoxalement d'avenir et envers lesquelles nous détenons quelques responsabilités. Je pense encore aux entretiens de l'outre-mer et aux publications exigeantes qui en résultent, qui ont permis de tisser des liens forts avec l'Académie, entre l'Académie et ses homologues du Vietnam, de la Nouvelle-Orléans, de Madagascar et de la Réunion, mais aussi entre les académiciens et les universitaires, les associations, les responsables locaux de chacune des parties considérées. Comment inscrire ces lieux et ces liens dans la durée? Comment faire vivre cet autre réseau inédit par-delà les mers? Comment mieux l'arrimer à notre quotidien? Les prochains entretiens devraient se tenir en 2026 au Cambodge, comme le prochain sommet de la francophonie. Tous éléments qui, avec la réception, en décembre prochain, de Sa Majesté le roi du Cambodge, à titre de membre associé, favoriseront la relance de nos relations de proximité avec ce pays qui nous est cher et avec toute la région qui devient un pôle stratégique. Je pense aussi aux initiatives prises par Pierre Génie pour aménager et moderniser nos locaux, redonnant espace et souffle à nos travaux, développer le partenariat avec les autres académies et institutions similaires, françaises et étrangères. Aux efforts entrepris par notre secrétaire perpétuel actuel pour renforcer le caractère scientifique des outils remarquables dont l'Académie dispose, la revue Mondes et Cultures, la bibliothèque, les instruments de communication, pour renouveler le personnel, que je salue également pour son engagement, et rationaliser les services, pour l'ouvrir à d'autres publics et à d'autres approches, à travers les jeudis de la Pérouse, pour assouplir et diversifier le format des séances traditionnelles, toutes innovations appuyées par la présidence et par les sections, dont le rôle et la place dans le dispositif font depuis quelques années l'objet de soins de plus en plus constants. C'est là une tendance qu'il faut parfaire et à laquelle je compte m'attacher en renforçant les canaux et les occasions de concertation entre les présidents de section et les instances selon une gouvernance rénovée. Je pense enfin à la mobilisation exemplaire dont ont fait et continuent de faire preuve les académiciennes et les académiciens qui se sont prêtés à l'exercice des groupes de travail sur des questions importantes dans le droit fil des préoccupations de notre Académie. Qu'il s'agisse du groupe de travail intersection sur les relations entre la France et l'Afrique, présidé avec dextérité par notre confrère Jean-Marc de la Sablière, qui s'est réuni à un rythme soutenu et qui tiendra un séminaire de bilan à la fin de ce semestre pour nous livrer ses conclusions à la rentrée en septembre. Qu'il s'agisse du groupe intercompétences mis en place
pour la préparation et l'animation de la journée francophonie qui s'est déroulée le 7 juin dernier avec une forte audience et la remise de recommandations en direction du sommet de Villers-Cotterêts des 4 et 5 octobre 2024. Que tous soient remerciés. Je ne puis toutes et tous les citer car la liste serait trop longue, ainsi que les hautes personnalités et experts qui ont été associés à ces échanges, pour le temps et l'énergie ainsi consacrés à ces travaux. Outre le fait qu'ils renforcent le sentiment d'appartenance à l'interne, ces travaux sont de nature en effet à concourir substantiellement au choix, dorénavant clairement partagé en notre sein, celui de voir l'Académie s'emparer des questions sensibles sur lesquelles elle a toute légitimité pour intervenir, en mettant à la disposition des décideurs et des acteurs, grâce à l'expertise de ses membres, ses éclairages et ses solutions, faculté d'ailleurs déjà prévue dans nos statuts. Aussi proposerai-je, d'ores et déjà, pour ce qui est de la francophonie, et afin de conforter la Somme dans son rôle d'académie de référence sur le dossier, de tenir des assises régulières pour faire le point sur les développements propres à chacun des volets politiques et de coopération déjà investis avec ardeur par vous tous, par nos membres. Nous nous réunirons bientôt, quelques mois après le dernier sommet, pour préparer la prochaine journée dédiée qui a été fixée au 4 juillet. Oui, il convient aujourd'hui de capitaliser et d'amplifier résolument ces efforts, qui suscitent un intérêt manifeste à l'intérieur comme à l'extérieur, dès lors que nous prenons la peine, comme nous avons pu le constater et comme notre président sortant nous l'a rappelé, dès lors que nous prenons la peine d'informer et de sensibiliser plus systématiquement et plus directement nos partenaires et nos autorités de tutelle, ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, mais aussi les autres ministères potentiellement intéressés, Outre-mer, francophonie, culture, etc. Je sais, et le président l'a rappelé tout à l'heure, que toutes ces questions ont été déjà largement et depuis longtemps abordées par toutes les sections et par vous tous, en particulier lors des grands rendez-vous évoqués ou lors de séances spéciales comme celle sur la communication qui a été rappelée. Qu'attendons-nous donc pour mettre en œuvre ces recommandations pertinentes issues de ces consultations avec un accueil favorable? Décidons par exemple que dorénavant, les conclusions de chaque séance feront effectivement l'objet, sous la responsabilité du coordonnateur, d'une note de synthèse ou d'un communiqué à diffuser largement, et en priorité à nos correspondants officiels, dont la liste doit être tenue impérativement à jour. Des précédents existent. Ensemble, mettons au point le canevas qui sied et demandons en particulier à nos membres ressortissants du monde des médias de nous accompagner plus vigoureusement dans cette démarche. Mieux, présentons-nous dans tous les cas, avec tous nos atouts et la volonté d'être utiles, dans une démarche proactive et méthodique auprès de tous les interlocuteurs susceptibles de rechercher notre expertise. Certains ont été évoqués, Sénat, Assemblée, Ville, Région, Organisation internationale, OIF, UNESCO, OCDE ou à l'étranger, comme à Bruxelles. Allons résolument vers eux, ce qui suppose, ne nous le cachons pas, là comme ailleurs, un investissement substantiel de la part de certains d'entre nous pour mener à bien ces contacts dans la durée. Chers consoeurs et chers confrères, dans ce domaine comme tant d'autres, je suis convaincu qu'il faut aller plus loin et autrement. La situation de notre maison l'exige, pour tenter de lever les pesanteurs constatées en matière de ressources humaines et budgétaires, avec des perspectives inquiétantes pour 2025. La recherche de mécénat privé et de partenariat s'impose, au vu notamment des faiblesses du fonds de dotation Sciences Def, qui n'a pas tenu ses promesses malheureusement. Le contexte national et international nous y invite, si nous voulons, tout en prenant une part plus sensible dans l'effort collectif pour penser les plaies du passé, contribuer efficacement à penser le monde de demain, mais également, c'est ma conviction et mon souhait, construire et apaiser le monde d'aujourd'hui avec une même curiosité et dans le respect de l'esprit de notre devise, savoir comprendre, aimer, respecter. Le caractère universel, qui l'a également été rappelé par le président Dominici, de la mission de notre compagnie, qui fait désormais clairement consensus, à l'onde de celui des champs des savoirs rassemblés rue La Pérouse et de l'universalité géographique qui caractérise les Outre-mer, nous y oblige. Dans un monde qui, déjà meurtri par la pandémie et le terrorisme, et en proie aux aléas violents du changement climatique, connaît depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, une profonde et rapide reconfiguration
accélérée par les attaques terroristes du 7 octobre 2023 contre Israël et la terrible guerre de représailles qui s'est abattue sur le territoire de Gaza et plus récemment au Liban. Au retour de la guerre sur le continent européen, avec une menace nucléaire, réinstallation d'une autre guerre froide entre la Russie, ses alliés et l'Occident, aux dimensions stratégiques, économiques, mais aussi culturelles, et sur l'autel des valeurs, dont le caractère universel précisément est de plus en plus contesté. Le retour de conflits en de nombreux points du globe et de coups d'État militaires au Sahel, remise en cause de certains pans de liens traditionnels de coopération, consolidation de partenariats diversité dits stratégiques et apparition de nouveaux leaders et de nouvelles alliances sur fond de revendications communes aux pays dits du Sud, soucieux d'affirmer leur identité et leur souveraineté et déterminés à œuvrer à l'émergence de règles plus respectueuses de leur culture, de leurs intérêts et de leur place dans la gouvernance mondiale. C'est en vue de la perception approfondie et actualisée de quelques-uns de ces volets de cette problématique, en devenir celle de la reconfiguration de l'ordre international, que le programme 2023 de nos séances a été construit, en concertation étroite et dialectique avec le bureau et les sections, lesquelles ont opté, peut-être plus que d'habitude, pour un traitement intégré entre elles de ces sujets requérant effectivement une vraie interdisciplinarité. L'approche sera aussi bien géographique, Maroc, Méditerranée, Sud global, Afrique australe, Pacifique, Géorgie, Liban et Arménie, peut-être en oubliai-je, que thématique, l'eau et les océans, les patrimoines africains, la lutte contre la faim, la santé, la francophonie, la démographie, les valeurs, la stratégie militaire, les traditions et la modernité, l'environnement, sans pour autant ne pas sacrifier à l'histoire à travers l'étude de la vie du maréchal Lyautey et du général Mangin. Encore faut-il, pour mener à bien cette ouverture accrue au monde, qui est d'abord, comme nous le savons, d'abord une disposition de l'esprit et de l'âme, que nous confortions les leviers appropriés qui sont les nôtres. Sans doute en faisant effectivement plus appel aux compétences de tous nos membres, selon des termes en tant que de besoins revisités, en particulier pour ce qui concerne les membres libres et les correspondants, en nous engageant pour ce qui est de chacun de ces collèges, et vous comprendrez mon insistance sur ce point, que je sais largement partagé, à prendre résolument en compte dorénavant dans nos recrutements futurs la dimension genre. J'y veillerai, avec l'aide aussi, par ailleurs, des amis de l'Académie, tout relais de connaissances et d'influence appréciables. Des initiatives soutenues seront également prises à cet effet en direction de nos académies, sœurs avec lesquelles des liens fructueux sont établis, en Côte d'Ivoire, en Belgique, à Madagascar, avec une présence active au sein du réseau unique que constitue l'Union académique internationale, et je salue à nouveau son secrétaire général, ainsi qu'un effort particulier pour explorer de nouvelles coopérations en direction d'autres académies, des universités, des institutions de recherche et de réflexion prospective, des ONG et des entreprises. Mais surtout, mettons mieux à profit les ressources que nous offrent nos membres associés, venus de tous les Outre-mer, de par leur haute expérience et leur renommée dans différentes disciplines, comme par la diversité de leurs regards et de leur savoir. C'est là, plus qu'une faculté statutaire, une chance inestimable que nous devons faire plus systématiquement prospérer. Eux, grâce auxquels le dialogue entre toutes les régions du monde et toutes les cultures est rendu possible au sein même de notre formation, ce qui est une des marques fortes de notre spécificité, nous rendant, en ces temps de fragmentation et de repli de toutes sortes, dès lors plus crédibles et plus solides dans le déploiement de nos activités au service du développement et de la paix. Sollicitons-les plus souvent à l'écoute aussi de leurs attentes. Je me félicite à cet égard que nous ayons en bureau retenu le principe de combler dès cette année plusieurs des sièges restés vacants chez les membres associés. Je propose en outre de réunir à un rythme régulier à déterminer, en tant que par exemple au conseil informel, l'ensemble de ces personnalités pour faciliter les échanges et bénéficier de leur lumière. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs et chers confrères, distingués invités, cette ouverture au monde n'exclut pas le recentrage dans le même temps sur ce que Roland Pourtier a qualifié de premier cercle, les Outre-mer, c'est-à-dire les Outre-mer français, qui ont de tout temps, bien entendu, retenu l'attention active de nos instances et de nos membres.
En témoigne la tenue de nombreuses séances et colloques qui leur ont été consacrés, soit du fait de l'Académie elle-même, au siège ou en province, tel à Bordeaux en 2013 dans un beau souci de déconcentration, ou encore à l'occasion de manifestations extérieures auxquelles l'Académie s'est associée, qu'il s'agit des rendez-vous de l'histoire à Blois, auxquels ont pris part en 2022 nos confrères François Barthes, Jean Dugalio-Gaudusson et notre consoeur Josette Rivalin, ou encore les journées Les Outre-mer aux avant-postes, organisées par le journal Le Point et dont la 3e édition est prévue pour le 30 janvier. Le sénateur Legendre a été même invité à prononcer une communication sur ce thème lors d'une séance solennelle de rentrée. L'actualité de la situation dans ces territoires, avec ses variantes et ses spécificités, nous oblige toutefois, vous en conviendrez, à remettre ces problématiques au cœur de nos préoccupations, en aménageant une revue régulière, associant des personnalités et experts venus de ces territoires autour des attentes de la jeunesse et des questions économiques et sociales, voire institutionnelles et juridiques. Aussi suggérerais-je, avec l'accord des membres du bureau, que nos consoeurs et confrères intéressés se réunissent, en un groupe de travail peut-être, sur l'outre-mer, pour définir les modalités les plus aptes à mobiliser durablement les esprits et les compétences et à permettre à l'Académie d'apporter sa pierre aux débats et aux initiatives en cours. Enfin, et au-delà des dispositions qui pourraient être prises en direction des artistes et des écrivains dont nous avons besoin pour faciliter l'échange autour de leurs œuvres, y compris lors de la cérémonie peut-être de remise des prix, qui pourrait devenir un événement littéraire, mais aussi peut-être pour mettre sur pied des formations ciblées en lien avec notre objet et les compétences de nos membres, ou encore s'entremettre dans des facilitations, je souhaite que l'Académie persévère dans sa fonction de plaidoyer pour la défense des valeurs qui sont les siennes. Il y a là un enjeu majeur pour le respect des libertés, notamment celle de ses membres, tel Boualem Sansal, détenu en prison en Algérie, auquel nous réitérons notre soutien en demandant fermement sa libération. En vous présentant, mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, chers amis, chères familles, en vous présentant mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année, avec une pensée toute particulière pour nos consoeurs et confrères disparus cette année, ou souffrant, je vous remercie de votre attention et me réjouis de ce nouveau départ ensemble. Je vous remercie. J'oubliais, c'est vrai. Merci. Merci. Non, merci, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut s'habituer à la fonction. Après... Voilà, merci beaucoup. Après cette cérémonie d'échange, et donc avec beaucoup d'émotion, je me félicite d'être à cette place, en remerciant le président Dominici de m'y avoir invité, et je donne la parole à notre secrétaire perpétuel pour qu'il prononce son rapport, tel que prévu dans l'ordre du jour. Je vous en remercie. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais, en premier lieu, remercier Louis Dominici et Christine Dessouche pour les magnifiques discours qu'ils nous ont adressés. Magnifiques, mais aussi stimulants et brillants au point que je ne pourrais évidemment prétendre faire aussi bien. Je serai un peu plus pragmatique si vous me le permettez. Je voudrais les remercier tous les deux pour avoir travaillé de manière active, stimulante au fonctionnement de notre bureau. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de notre bureau et en particulier notre nouveau vice-président, Michel Roussin, ainsi que tous les membres de notre bureau. C'est vrai que nous avons fait un travail d'équipe et que, bien sûr, un travail d'équipe, c'est exigeant, on n'est pas toujours d'accord, mais en définitive,
de la réflexion commune sortent des solutions auxquelles on n'aurait pas songé. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Jeanne-Marie Amatrose, dont la présence souriante, réconfortante, est toujours là pour permettre au secrétaire perpétuel, et je dirais même à l'ensemble du bureau, d'exercer son rôle. Je voudrais maintenant vous adresser à tous mes meilleurs vœux pour 2025 et à travers moi, évidemment, ceux de l'Académie. Ces vœux s'adressent bien sûr à vous en tant que membre de l'Académie, mais aussi en tant que personne, avec tous ceux qui vous sont chers, qui vous tiennent à cœur. Soucieux de poursuivre la modernisation et l'ouverture de notre Académie, comme Deng Xiaoping à une certaine époque, je voudrais vous dire que nous avons expérimenté 2 années de suite une séance dans laquelle les présidents faisaient l'un le bilan de l'année et l'autre nous exposait le projet, et puis ensuite je faisais un rapport. Nous avons communément décidé d'aller un peu plus loin et de revenir à ce que vous avez connu, c'est-à-dire une séance solennelle d'ouverture marquée par l'échange entre le président sortant et la présidente nouvelle, et accompagnée d'une grande conférence ou d'une séance extraordinaire ouvrant le thème de l'année. Je pense que ce serait une très bonne idée, et nous allons instituer à partir de l'année prochaine, et nous commencerons cette année par une réunion de même type, une assemblée générale au cours de laquelle nous pourrions parler de choses peut-être plus opérationnelles et engager un débat. Donc à partir de l'année prochaine, nous aurons notre séance solennelle et une assemblée générale au printemps, de manière à ce que les 2 manifestations ne fatiguent pas notre groupe. Il est bon que nous prenions un peu de temps pour travailler ensemble. Voilà, je voulais vous dire ça d'emblée. Je vais maintenant revenir très rapidement sur le bilan 2024 et puis vous donner quelques informations concernant l'exercice 2025. Alors bien entendu, le bilan de 2024, c'est celui d'une activité pleine et riche, mais aussi d'une tâche imparfaitement achevée. Et j'en assume l'entière responsabilité. Une activité riche et variée, nous avons bien sûr connu un nombre très important de séances autour du thème « La globalisation et ses limites ». Je ne reviendrai pas sur tous les aspects que nous avons balayés. Au total, 17 séances tout de même autour de ce thème. Nous avons, je le rappelle aussi, introduit les jeudis de la Pérouse. Les jeudis de la Pérouse qui nous permettent de nous ouvrir à des questions d'actualité plus immédiates, en tenant compte des opportunités offertes par le moment. Nous avons aussi, et je n'en ferai évidemment pas la liste, pris l'habitude de présenter un certain nombre d'ouvrages dans nos locaux, et en particulier d'essayer de valoriser les productions des membres de notre Académie. Car il est important que nous montrons bien, vis-à-vis de l'extérieur, toute la production intellectuelle qui caractérise notre Académie. À ces présentations d'ouvrages se sont ajoutés des projets et des réalisations partenariales. J'en donnerai peut-être un aperçu un peu plus précis, puisque c'est un point qui a été moins évoqué précédemment. Je rappellerai par exemple que nous avons tenu dans nos locaux un grand colloque sur le scoutisme malgache 1924-2024. Pour les malgaches, ce colloque était véritablement quelque chose de très important,
nous avons réussi à réunir ici une centaine de malgaches absolument passionnés par cette question, parce que le scoutisme pour eux, c'est un élément fondateur de leur nation. Voilà. Et nous avons aussi ouvert un cycle appelé Aux rencontres de la Pérouse, organisé cette année autour du droit à l'eau, qui nous a permis d'accueillir dans nos locaux des jeunes masterants, doctorants, impliqués dans la recherche effective, ou même en exercice dans une profession, et qui sont venus de 18h à 20h discuter avec nous des enjeux formidables de la question de l'eau. Je voudrais aussi évoquer, bien sûr, le partenariat que nous avons eu au cours de cette année avec l'Académie de l'eau. Rappelons aussi que nous avons accueilli ici un certain nombre d'expositions, de colloques, que nous avons pris la décision de poursuivre des relations resserrées avec la Renaissance française, à travers la remise de son prix, et puis nous avons un partenariat très actif avec l'EMSOM, et donc avec la communauté des militaires, et en particulier les troupes de marine, qui, il faut bien le dire, sont une composante très importante de notre vie académique. Je voudrais évoquer aussi le partenariat que nous avons mis en œuvre avec la Côte d'Ivoire. En effet, nous avons signé une convention très intéressante avec notre homologue, l'Académie nationale de Côte d'Ivoire, la SCAD, mais nous avons impliqué dans cette convention l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui nous a apporté un soutien très important et à qui, en contrepartie, nous nous efforçons de mettre en place un dispositif d'accueil des doctorants et masterants ivoiriens. Un certain nombre d'entre eux nous suivent actuellement en visioconférence, il faut le savoir. Alors, bien sûr, nous avons eu aussi cette année des échanges assez étroits avec la Chine, puisque nous avons accueilli 3 délégations chinoises, et que, pour ma part, je me suis rendu au Forum de Pékin et ai établi des relations privilégiées avec l'Université de Pékin et avec l'Université Sun Yat-sen de Canton. Cette année a été aussi marquée par l'arrivée en notre sein de nouveaux personnels. Il faut savoir quand même que nous avons accueilli Cécile Coursiéras-Jaff, qui désormais exerce les fonctions de directrice de cabinet, et Laurence Caudroy, son adjointe. Je pense que Cécile Coursiéras va vous dire un petit mot de son service. Je lui passe la parole. Quelques minutes. Voilà, alors j'ai préparé un petit PowerPoint rapide. Voilà. Donc, monsieur le secrétaire perpétuel, madame la présidente, monsieur le président, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs les membres de cette assemblée, c'est avec honneur et fierté que je vous présente aujourd'hui le cabinet de l'Académie, une équipe dévouée qui joue un rôle essentiel dans la réalisation de nos missions. En 3 minutes, je vous rassure, je vais vous donner un aperçu de nos responsabilités et de notre fonctionnement quotidien. Alors, on va passer à la 2e diapositive. Voilà, donc le cabinet se compose de 4 membres aux compétences complémentaires. Sous ma direction, en tant que directrice de cabinet, nous nous appuyons sur une organisation fluide et coordonnée pour répondre aux exigences de notre institution. Alors on passe à la diapositive suivante. En tant que directrice de cabinet, j'ai le privilège d'être au cœur de la stratégie et de la gestion quotidienne de l'Académie. Mon rôle consiste à garantir la bonne coordination des activités de l'Académie
en lien étroit avec le secrétaire perpétuel, les académiciens et les partenaires institutionnels. Je dirais que nos missions se décomposent en 5 grands axes. D'abord, la coordination stratégique et organisationnelle, la gestion de l'agenda du secrétaire perpétuel, l'organisation des colloques, des conférences, des séances, le suivi des échéances importantes et la préparation des réunions. Ensuite, il y a un rôle d'interface avec les académiciens et partenaires. Je suis l'interlocutrice privilégiée des 275 académiciens, facilitant les échanges et répondant à leurs besoins. Il y a également un rôle de communication et de rayonnement, la gestion de l'image de l'académie et la promotion de ses activités. Aussi, un rôle de coordination des projets spéciaux, le pilotage des projets tels que les partenariats universitaires et les initiatives culturelles, la collaboration avec les institutions en France et à l'étranger, et l'organisation d'événements thématiques ou internationaux renforçant le rayonnement de l'académie. Et enfin, il y a aussi une partie qui concerne plutôt la gestion de crise et l'anticipation des imprévus liés aux activités de l'académie, la coordination des réponses avec les parties concernées. En résumé, la directrice de cabinet joue un rôle important dans la réalisation des missions de l'académie et elle a pour mission de contribuer au rayonnement et à l'efficacité de l'institution en France et à l'international. Mais je ne serais rien évidemment sans les autres membres du cabinet et notamment Laurence Caudroy, qui est la secrétaire du cabinet et qui est également notre experte en logistique, puisque elle assure la bonne coordination des réservations, des déplacements et de l'organisation pratique des événements. Donc Laurence est la pierre angulaire de notre efficacité organisationnelle. Il y a également celle que vous connaissez tous, qui est là depuis très longtemps, c'est évidemment Yvonne, qui est chargée de l'accueil, qui est le sourire de notre académie, qui est la première personne avec laquelle nos visiteurs et interlocuteurs entrent en contact. Grâce à son sens de l'écoute et sa disponibilité, elle incarne l'élégance et le professionnalisme de notre institution. Et puis enfin, nous avons Dariane, notre stagiaire, voilà, qui est en poste d'octobre 2024 à avril 2025 et qui apporte une énergie nouvelle à notre cabinet. Elle s'occupe avec brio de la gestion de nos réseaux sociaux, un outil clé pour notre visibilité, notre rayonnement, et elle joue également un rôle actif dans l'organisation des visioconférences, comme vous avez pu le remarquer. En résumé, le cabinet de l'Académie est une équipe soudée, compétente et résolument tournée vers l'excellence, en tout cas nous essayons. Et grâce à une organisation rigoureuse et une collaboration efficace, nous nous engageons chaque jour à servir l'Académie avec dévouement et ambition. Je vous remercie de votre attention. À côté du cabinet, il y a évidemment notre admirable bibliothèque, sans égal dans le dispositif français, il faut le rappeler, et évidemment vigoureusement managé, dirigé par Pierre-Yves Belfils, qui va vous dire 2 mots de sa bibliothèque. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, distingués invités, chers collègues, bonjour. Je viens d'entamer ma 4e année dans cette bibliothèque, de près de 100 000 ouvrages, 5 000 photographies. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas du second étage, à y venir. Voilà, 4 ans, c'est beaucoup et c'est trop peu pour faire tout ce qu'on a à faire dans cette académie. On a réussi à réunir les objets, la photographie. On a bâti une fantastique bibliothèque au 3e étage. C'est pareil, je vous invite à monter au 3e étage quand l'ascenseur sera réparé, si vous préférez. Nous avons entamé aussi le traitement documentaire des mémoires du Chéam avec des subventions extérieures. On a une demande de subvention de 40 000 € pour 2025. Nous avons aussi, sous l'impulsion du secrétaire perpétuel, mis les séances
en ligne directement sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de l'Académie. Donc vous pouvez les voir et les revoir autant que vous voulez. J'en profite aussi pour vous dire que, Madame la Présidente en a parlé, l'Académie décerne des prix littéraires chaque année. Ces prix, ils se basent sur une chose, c'est vos recensions. J'insiste dessus parce que sans vos recensions, sans votre expertise, on ne peut pas décerner les prix. Ça va même au-delà de ces prix puisque un de nos principaux modes d'acquisition d'ouvrages, c'est les services de presse. Et si les éditeurs nous envoient leurs ouvrages, c'est parce qu'en contrepartie, par accord moral, un de nos académiciens va faire un compte-rendu de cet ouvrage. Et là, je suis à vos genoux et je compte sur vous pour ces recensions. Cette bibliothèque, elle ne serait rien sans mes collègues. Elles sont là. Alors, j'ai pas de beau PowerPoint à vous montrer, moi, je suis désolé. Mais j'ai mes collègues en chair et en os. Blandine Journeau, si vous voulez bien vous signaler à l'Assemblée, bravo à vous. Blandine est responsable de l'accueil du public, des petites réparations, elle met en ligne les recensions justement, elle met à jour vos bibliographies, vos biographies, elle s'occupe aussi de la bibliothèque numérique et aussi une de spécialistes des archives de l'Académie. Autre pilier de la bibliothèque, Julie Ardouin, qui veut bien se signaler aussi, qui s'occupe de la lourde tâche du catalogage. Alors, elle a cet énorme parpaing qui était le fond de la DILA, mais maintenant qu'il est tout arrivé à l'Académie, on en voit un peu le bout. Elle s'occupe aussi du catalogage de toutes les nouveautés. Et en projet, on va reprendre le catalogage du fonds de Carrie, qui le mérite beaucoup sur Madagascar. Voilà. Elle s'occupe aussi de nos réseaux sociaux. Merci à vous deux. Je voudrais aussi saluer une autre personne qui n'est pas à la bibliothèque mais qui en est très proche. C'est Nathalie Jay, si elle veut bien se signaler aussi, qui s'occupe de la revue Mondes et Culture et de nos publications, qui me harcèle régulièrement, mais c'est avec un grand plaisir. Et je voudrais tous et toutes vous dire merci et à bientôt. On a des défis passionnants à relever ensemble. Merci. DILA, ça signifie documentation française. Voilà. Il faut savoir qu'avec l'acquisition du fonds de la DILA, nous avons multiplié par 3 le volume de notre bibliothèque, ce qui est quand même considérable. C'est vraiment un actif de mon prédécesseur. Hein. Il faut se rendre compte que c'était une affaire qu'il ne fallait pas rater dans l'intérêt de la nation française, parce que sinon, tout ce fonds aurait été dispersé. Cela m'amène également à souligner qu'au cours de cette année, nous avons effectué des déplacements. Alors, il a été évoqué la mission en Chine, mon déplacement au Sénégal, mais je rappellerai que nous avons fait un excellent séminaire au Congo-Brazzaville à l'invitation du Premier ministre, qui est membre associé de notre Académie, et que hier, les cahiers de conflit ont mis en ligne l'ensemble des communications de ce colloque. Voilà. Les auteurs participant au séminaire recevront un tiré à part très, très prochainement pour témoigner de leur effort. Je rappellerai aussi le caractère très fructueux de nos déplacements à Meaux et Villers-Cotterêts. Et puis le déplacement, très beau déplacement que nous avons fait à Fréjus, Saint-Raphaël et au Montfaron. Au fond, nous avons touché à 2 des piliers historiques de l'Académie, d'une part la francophonie, et puis de l'autre l'héritage d'un rapport tout particulier de l'Académie avec le monde militaire. C'est un élément absolument décisif dans la fondation de notre Académie, ne l'oublions pas.
Je voudrais aussi rappeler que notre académie a installé au cours de l'année Yamina Benguigui, Emmanuel Maury, Christian de Boissieu, Brigitte Senu et Dominique Delors, qui, par leurs origines très différentes, enrichissent encore plus le monde de notre académie. Nous avons été actifs du point de vue publication. Vous avez eu connaissance de Mondes et Cultures 2023. Nous avons publié un tiré à part sur la cérémonie du 26 mai 2023. Je dirais que nous avons publié sous l'égide de l'Union académique internationale le catalogue des manuscrits du Sharif Attar Municipal Museum. Ce sont des travaux très savants que nous portons grâce notamment à l'action déterminante de Bruno Delmas et qui font que nous sommes reconnus comme une activité, comme une institution porteuse de recherche tout à fait originale. J'en arrive aux perspectives de cette année. L'année 2023 a été l'année du centenaire, l'année 2024, l'année de la mise en place du nouveau secrétariat perpétuel, avec un programme très lourd, peut-être un petit peu trop lourd. 2025, c'est le retour à la normale, avec des ambitions plus modestes, mais réalistes, adaptées à la situation actuelle. Car, il faut vous le dire en toute franchise, le contexte budgétaire est inquiétant. Il est inquiétant parce que bien sûr, nous avons été ambitieux dans le passé, mais nos ambitions ont eu un coût et ça nous a amené l'année dernière déjà à mettre en place des mesures très strictes d'encadrement budgétaire qui nous ont permis de terminer avec un exercice équilibré. Il faut bien le dire qu'en 2025, la situation sera plus difficile qu'elle l'a été. Pourquoi est-ce qu'elle sera plus difficile ? Il y a bien sûr le contexte politique général, hein, l'absence de vote d'un budget. Il faut aussi préciser que nous avons eu des difficultés du fait des successions de responsables à la tête de notre ministère de tutelle. Et je dirais, nous avons une inquiétude supplémentaire avec le fait que notre ministère de tutelle n'est plus qu'un ministère délégué, alors qu'auparavant c'était un ministère de plein exercice. Inutile de dire que ça signifie que les décisions se prennent à l'éducation nationale. Et comme vous avez vu, quelques promesses ont déjà été faites qu'il faudra bien financer quelque part. Voilà. Donc ceci nous amène à être très prudents. Très prudent, d'autant plus que nous avons des fragilités structurelles sur lesquelles je vous donne quelques explications. Il faut savoir que notre financement, en fait, est composé de deux parts. Nous avons un budget propre qui est d'environ 250 000 euros, 300 000 euros par an. Et puis nous avons une action spécifique qui nous a été accordée par le ministère lors du dernier contrat quinquennal pour compenser la perte du loyer du 3e étage et grâce à cette aide, nous avons financé les travaux du 3e étage. Or, eh bien aujourd'hui, dans le contexte budgétaire que l'on connaît, cette aide spécifique, elle est encore à confirmer et ça va être le combat de mes jours prochains que d'en obtenir la confirmation. Alors, bon, ça n'est pas perdu, mais il faut être prudent. Il faut être d'autant plus prudent que l'absence de vote du budget nous amène à ce que notre dotation provisoire, nous ne pouvons la dépenser qu'à hauteur de 25%. Ce qui signifie que je vais, pendant le premier trimestre,
serrer encore plus les boulons et évidemment ça va nous poser quelques petits problèmes, mais nous sommes forts, nous sommes pleins d'idées et nous allons relever le défi. Hein. Je pense que nous y arriverons. Voilà. Ensemble, tout à fait, en équipe et même en communauté. Voilà. En confraternité. Alors, quelques soucis aussi que nous avons, il faut que vous le sachiez, c'est que nous avons un très bel immeuble, mais un très bel immeuble ancien, et que ça induit un certain nombre d'obligations d'entretien. Je donnerai qu'un seul exemple. Nous avons connu une inondation suite à une fuite de notre toit, et donc je ne vous cache pas qu'il va falloir quand même faire quelques travaux d'urgence. Alors, voilà. Oui, il vaut mieux s'y prendre très rapidement. Je préciserai cependant que dans le contexte budgétaire difficile où nous nous trouvons, nous avons une marge d'ajustement qui résulte des réserves que l'Académie a constituées depuis des années, certes largement entamées par les dépenses du centenaire, mais c'était un peu logique qu'on le fasse. Il nous reste des réserves. Le ministère a fait savoir que les établissements publics comme le nôtre, qui comme le nôtre bénéficient d'un excédent comptable, bien pourraient faire l'objet d'une reprise de leur excédent comptable au profit des établissements dépensiers. Alors, je ne vous cache pas que notre fonds de roulement, nous allons l'affecter à tous ces travaux indispensables plutôt que de le rendre à l'État, même si nous sommes très respectueux de ce que nous demande le ministère des Finances, bien entendu. Voilà. Ça, c'est la question de l'entretien de l'immeuble. Je vais devoir aussi, alors vous me permettez de donner une nouvelle un petit peu moins réjouissante, faire appel un petit peu à votre porte-monnaie en vous proposant de contribuer volontairement au financement de notre académie. Nous allons porter le montant de la contribution volontaire à 250 € par mois. Par an. Oui, par jour, ça nous arrangerait, mais ça nous... Voilà, 250 € pour l'année, et nous allons instaurer un tarif bienfaiteur et un tarif donateur. Le tarif donateur, pour ceux qui donnent au-delà de 250 € et jusqu'à 1000 €, et un tarif bienfaiteur pour ceux qui voudraient donner plus de 1000 €. Voilà. Je vous signale que la contribution volontaire, ça représente à peu près 4% de notre budget. Dans un contexte difficile, 4%, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Voilà. Et surtout, l'avantage, c'est que vis-à-vis du ministère, nous avons des ressources propres que le ministère ne peut pas nous reprendre. C'est important d'avoir une petite marge sur laquelle on peut jouer. Alors, je signale aussi que dans un esprit d'économie, Mondes et Culture et l'annuaire vont devenir électroniques. Parce qu'aujourd'hui, l'impression, le prix du papier sont devenus très élevés et il faut renoncer à certaines traditions que nous avons. Voilà. C'est dommage, mais il faut être réaliste. Les frais d'impression, ça coûte très cher. C'est la deuxième cause de notre déficit de 2023. Voilà. Alors, évidemment, il faudra que nous obtenions du ministère, grâce au contrat quinquennal dont nous allons anticiper la discussion, une revalorisation de notre dotation. Mais pour y arriver, la seule solution, c'est d'arriver parmi les premiers à la table de la négociation. Voilà, on n'a pas d'autre choix. Vous serez donc sollicités à des titres divers pour nous aider à monter un dossier en béton qui nous permettrait de conserver nos moyens pour l'avenir.
Par ailleurs, l'activité de cette année sera mieux encadrée. Le programme de cette année sera plus modeste dans son ambition. Nous avons moins de séances, nous avons moins de jeudi de la Pérouse, mais nous voulons faire de la qualité plutôt que de la quantité. Voilà, l'objectif, c'est celui-là. Donc, vous serez peut-être un peu moins sollicité par un nombre très grand de réunions, mais il y en aura quand même suffisamment. Le programme est à votre disposition. On a dû vous le distribuer ou vous pouvez le prendre si vous le souhaitez. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Alors, cela ne veut pas dire que nous allons renoncer à nos partenariats. On a évoqué la proximité des rencontres de l'outre-mer avec le Point. Nous avons une manifestation commune avec l'Académie de l'eau et la Société hydrotechnique de France. Nous aurons, je vous le rappelle, une séance exceptionnelle de réception du roi du Cambodge le 4 décembre 2025 dans nos locaux. Le roi du Cambodge nous a envoyé une lettre très nette montrant son désir de nous rejoindre avec beaucoup de chaleur, et je pense que c'est très bien pour nous. Nous aurons quelques colloques importants, et notamment cette année nous aurons un déplacement à Bruxelles dans le cadre de notre partenariat historique avec l'ARSOM, l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique. Nous aurons aussi une politique de publication plus sélective, puisque nous allons passer Mondes et Cultures à un nouveau régime. Vous n'aurez plus ce gros volume de près de 1000 pages publiés à l'année, mais vous aurez 3 numéros paraissant pour chacun des trimestres actifs de notre année. Cette revue sera donc une revue numérique, sauf un certain nombre d'exemplaires papier pour ceux qui ne souhaiteraient pas avoir le numérique ou pour les institutions qui souhaitent plutôt le papier. Et cette revue sera une revue à comité de lecture qui nous permettra de nous faire reconnaître scientifiquement. Vous ne pourrez pas trouver un mécénat pour maintenir la version papier? Alors, ça existe. Non, il n'y a pas de discussion et je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de mécènes intéressés. Voilà. Bon, je tiendrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réunion au mois d'avril ou au mois de mai où je vous présenterai l'intégralité de ces questions et nous pourrons en débattre. Mais voilà. Je voudrais aussi dire que cette revue fera appel à vos compétences à travers un comité éditorial, un comité scientifique et un comité de lecture. Le comité scientifique et le comité de lecture seront paritaires, c'est-à-dire que nous aurons 50% de membres de notre académie, 50% d'extérieur, ce qui nous permettra vis-à-vis de l'extérieur de montrer que nous sommes capables de monter un projet scientifique dans la longue durée. Voilà. Nous aurons aussi une politique plus diversifiée en direction de l'outre-mer, et notamment nous allons essayer de mettre en chantier les 4e entretiens de l'outre-mer. Nous allons sans doute profiter du fait que le roi du Cambodge va nous rejoindre pour essayer de monter un projet avec le Cambodge. Je dirais aussi que nous allons soutenir toujours vigoureusement les Fontes Africanae Historiae. Nous allons passer Hommes et Destins sur un support numérique et que nous allons multiplier les partenariats avec des revues proches de nos préoccupations, comme nous l'avons fait avec la revue Conflit récemment. Une meilleure politique aussi de communication,
plus de contact avec les journalistes. Le Point, l'Express, Télésud nous ont déjà demandé à travailler avec nous, et nous pouvons aussi envisager un partenariat avec Arte. Renforcer notre politique de présence sur les réseaux sociaux. Nous sommes prêts aussi à développer nos partenariats. J'ai évoqué la Chine tout à l'heure, mais nous allons conclure très prochainement un partenariat avec l'Institut catholique de Paris, avec l'École française d'Extrême-Orient, avec la BULAC, avec l'INALCO. L'Académie nationale malgache restera l'un de nos partenaires privilégiés, et nous avons des perspectives intéressantes du côté du Sénégal, notamment vis-à-vis de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà. J'ajouterai que, vous le savez, la Société des Amis a engagé un très important travail de rénovation, et la Société des Amis, dans notre dispositif, n'est pas négligeable, parce que c'est déjà de facto l'un de nos sponsors possibles, et notamment du côté des publications, puisque vous posiez la question. Enfin, je souhaiterais que vous apportiez votre soutien à la volonté de renouvellement et d'élargissement des recrutements qui a été proposée par notre présidente à l'instant, et qui me paraît indispensable. Je vous remercie de votre attention, et rendez-vous donc au printemps pour qu'on discute des grands chantiers de notre académie. Merci de votre attention. Monsieur le secrétaire perpétuel, merci beaucoup pour ces perspectives particulièrement stimulantes. Je vous en remercie. Alors, comme vous l'avez dit si justement, nous avons beaucoup d'ambition, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Bon. Les deux choses vont souvent de pair, mais elles peuvent effectivement aussi, j'allais dire, différer. Je pense surtout que c'est la volonté, c'est l'engagement de tous qui fera en sorte que nous pourrons, d'une manière ou d'une autre, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, réaliser un certain nombre d'actions, et parmi celles qui ont été justement évoquées. Le programme des séances est un programme qui est encore très ouvert. C'est bien pour ça que nous sommes, après les concertations très utiles que nous avons eues avec les présidents de section, je pense que la réflexion concertée se continue, et que s'il y a des propositions, bien évidemment, nous allons les prendre avec la plus grande considération. Nous avons déjà évoqué tout à l'heure un certain nombre de questions, donc nous restons à l'écoute. Je pense aussi qu'il y aura beaucoup de travail pour les uns et pour les autres. Comme je l'ai dit, la recherche des partenariats, la recherche de mécénat, les contacts, les groupes de travail, ou en tous les cas les réunions que nous avons déjà en cours, le groupe Afrique, les entretiens ou les assises de la francophonie, cette structure qui va se mettre en place, ou en tout cas ce format, pour que ceux qui s'intéressent à l'outre-mer puissent véritablement décider ensemble quelles vont être les bonnes formules pour pouvoir suivre ces questions tout à fait essentielles, mais bien d'autres aussi questions qui ont été évoquées. Je pense que ça va mobiliser les uns les autres, et dans un sens particulièrement stimulant. J'ai été très sensible aussi à ce qu'a dit le président Dominici, les causes. Moi-même, j'ai rappelé notre solidarité avec notre compagnon et collègue Boualem Sansal, et de façon plus générale à ceux qui, de nos membres, pourraient se trouver en difficulté. Mais je pense aussi que la proposition qu'il a faite, qu'il avait déjà faite, de s'investir dans une cause ou un combat particulier peut très bien être, effectivement, si vous êtes d'accord, et si on trouve un accord dans ce sens-là, un consensus, je pense que l'Académie est tout à fait en mesure de pouvoir peser modestement, mais en tous les cas avec efficacité dans ce genre de dynamique. Alors, vous avez proposé la question de l'action contre la faim. Il y en a d'autres. Moi, je pense à des pays qui nous sont chers et qui sont dans des états épouvantables. Haïti, par exemple. Bon. Mais il y en a bien d'autres. Donc, je pense que cette idée est une belle idée.
et qu'il faut que nous la puissions, j'allais dire, creuser tous ensemble. Pour vous dire que personnellement, comme le secrétaire perpétuel et comme tous les membres du bureau, bien évidemment, je ne veux pas parler pour eux, nous sommes à votre écoute, parce qu'il faudra bien qu'on se parle plus avant. On a parlé tout à l'heure de choses beaucoup plus techniques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après les séances? Est-ce qu'on continue à lever la séance? Et puis après, bon, c'est, j'allais dire pas fini, mais quasiment. Je pense qu'il faut vraiment, au contraire, rentabiliser, ou en tout cas favoriser, utiliser au mieux ces compétences extraordinaires qui viennent nous parler, et qui viennent traiter de sujets de haute importance, et que les coordonnateurs sachent qu'ils doivent effectivement faire ce travail de synthèse à la fin de chaque séance, et que nous puissions justement en bénéficier et le faire savoir. Que les journalistes fassent leur travail de journalistes, en tous les cas entre guillemets, puisque ce n'est pas leur travail ici, mais qu'ils le fassent avec la meilleure volonté. Je pense que donc, au contraire, je pense que c'est une année qui, même sans beaucoup de ressources, va être une année qui va demander de grandes ressources intellectuelles et surtout d'engagement de la part de nous tous. Sachez encore une fois que nous sommes disponibles, que je suis tout à fait disponible, que je resterai là de temps en temps et je viendrai quand même régulièrement à l'Académie, et que le secrétaire perpétuel, comme son nom l'indique aussi, est un secrétaire qui est ici avec toute son équipe. Donc nous sommes à votre disposition pour construire ces différents partenariats. J'ai évoqué aussi la question des artistes, des auteurs, de la séance des prix. Peut-être qu'on pourrait, avec les responsables de cette commission, je crois que l'ambassadeur Joanneau s'est beaucoup investi dans cela, pour l'instant, pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire à la fin de l'année pour la remise des prix. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de cette séance une séance, j'allais dire, plus attrayante, ou en tout cas qui permettrait de réunir un certain nombre de, non seulement d'auteurs, mais également de ceux qui adorent les lettres, et qui surtout sont très sensibles à cette dimension, j'allais dire, de nos relations et de notre coopération. Ce sont parmi les éléments sûrs de coopération, en tous les cas humaine, et entre les différents peuples, c'est justement cette connaissance des cultures et des philosophies des uns et des autres. Donc, essayons de trouver ces formules tous ensemble, et je pense qu'à ce niveau-là, nous aurons une belle année 2025. En tout cas, je voulais remercier, avant bien sûr de vous redonner la parole, je crois, pour des vœux que vous souhaitez émettre, monsieur le secrétaire perpétuel, en vous remerciant à tous véritablement de votre attention, en disant que je suis très contente de pouvoir travailler encore plus avec vous toute cette année. Merci beaucoup. Je vous ai déjà adressé mes vœux en ouvrant mon intervention. Je voudrais indiquer une petite chose. Nous sommes préoccupés de nous ouvrir à la jeunesse. Or, j'ai ouvert une négociation avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour que nous puissions associer, sans doute à des projets concrets comme l'a évoqué le président Louis Dominici, des jeunes des collèges et lycées de Paris. Sincèrement, si nous accompagnons ces projets construits dans les établissements scolaires, alors là, nous pouvons nous faire entendre. Parce que les jeunes sont sensibles à ces opérations qui ont un résultat concret, même si c'est limité, le fait de mener une micro-opération avec un village d'Afrique ou peut-être une communauté rurale d'Asie du Sud-Est, ça leur parle. Donc nous ferons un effort important en direction de la jeunesse, si vous en êtes d'accord. Il y a deux représentants de la jeunesse qui nous diront aussi ce qu'ils en passent un jour. Merci beaucoup. Merci à tous et je vous dis à la prochaine séance qui va bientôt arriver. Vous avez maintenant le calendrier entre les mains et donc il est normal que vous soyez là présent à notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous.